Maintenant tout est dissous, et d'un œil appesanti je cherche en vain autour de moi, et le pays habituel à la route ferme sous mon pas, et ce visage cruel. Le ciel n'est plus que de la brume, et l'espace, de l'eau. Tu le vois, tout est dissous et je chercherai en vain, autour de moi, traits ou formes. Dissolution, connaissance de l'Est. Claudel. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Podcast Inachevé. Avec Louis. Et Vincent. Et moi. Alors Vincent, comment ça va ? Bah écoutez, ça va bien. Moi, je suis toujours au Canada. Je commence mon doctorat tranquillement, donc c'est un peu de l'exotisme pour moi, de l'exotisme canadien. Voilà, j'empiète déjà sur le sujet, mais tout se passe très bien. Il est 6 heures de moins que chez vous pour moi, mais malgré ce décalage, on a quand même réussi à trouver le temps pour faire ce podcast. Donc je suis ravi. Bah, on a toujours le temps pour le podcast, enfin, c'est normal. Même si trouver une salle n'a pas été très facile. Très aisé, mais c'est pas grave, on est quand même là. Alors bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent du premier et du deuxième d'ailleurs. Enfin, quoique pas si différent que ça du premier. Alors, il s'agit aujourd'hui de parler d'exotisme dans une veine un peu plus littéraire que dans l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'on ne va pas trop parler d'autres sujets que des sujets textuels, c'est-à-dire qu'on va pas non plus s'évader dans les films, on va rester sur une approche plus historique aussi. Alors avant de vous dévoiler un petit peu le plan de l'épisode, j'aimerais reproduire un petit peu la technique qu'on a quand même bien poncé avec les premiers épisodes. Je l'avais fait une fois comme Oui, ça. mais cette fois-ci, au lieu de vous poser la question, je vais prendre un autre angle d'approche et vous demander par exemple si vous faites un lien entre le mot exotisme, la notion d'exotisme, et par exemple une vidéo Instagram qui montre un paysage asiatique, un paysage étranger, que ce soit peu importe. Vous savez toute la mode qui consiste à dire oh là là, I like to travel in England, j'aimerais trop passer mon temps. Les mêmes qu'on s'envoie. Voilà, qu'on s'envoie perpétuellement. jusqu'à 2h du matin, enfin que tout le monde s'envoie sur Instagram, voilà. C'est une question qui peut paraître très bizarre. Mais vous allez voir, on va peut-être arriver à la fin à une conclusion de cet ordre-là. Mais dites-moi tout. Vincent, be my guest. Alors, j'allais dire à Marine, je te laisse commencer, mais tu m'as pris de court. J'avoue que c'est une question auquel j'avais pas pensé. Non, vraiment, Marine, tu peux peut-être commencer parce que je sais pas trop, Comment poser une colle Vas-y. Une réponse bateau, ce serait de dire que le seul exotisme que je vois, c'est qu'effectivement, par le biais d'Instagram et des vidéos que ça montre, c'est l'idée d'un ailleurs et l'idée de désirer un autre espace que celui dans lequel on se trouve maintenant. Donc, effectivement, ça passe par le format visuel, donc d'image, dans lequel on est projeté en permanence et qui donne envie finalement de s'évader. Mais mis à part ça, enfin, c'est un exotisme qui est très commercialisé. Et pour moi, c'est pas vraiment de l'exotisme. En fait, je sais pas ce que t'entends par exotisme. Ouais. Est-ce que t'entends exotisme dans le sens de quelque chose qui est différent de ce qu'on vit au quotidien, comme on dirait, c'est exotique, blablabla, ou est-ce que tu vois l'exotisme comme justement cette idée, cette envie d'ailleurs et cette envie d'échapper au quotidien? Alors, tu as posé plein de questions. Vas-y, Vincent, je te laisse y aller parce qu'il y avait beaucoup de problématiques et... Parce que je m'en voudrais que tu définisses trop tôt ce que c'est que l'exotisme, mais comme j'ai pas une idée particulièrement précise, ça peut être intéressant que j'en parle déjà. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai l'impression que l'exotisme, c'est lié aussi à cette notion de mysticisme ou alors d'inconnu. C'est un endroit où justement on n'est pas et donc en fait on connaît très mal et pour lequel on a une vision quasiment un peu surnaturelle, voire. Et donc j'ai l'impression qu'une photo sur Instagram va complètement démystifier ça et que on sort un petit peu de l'exotisme parce que pour moi, l'exotisme, c'est une altérité qui est quasiment radicale. Et dès qu'on est dans l'ordre de la photo, bah en fait, on n'est plus vraiment dans cette altérité parce qu'on a l'impression d'y être. Et j'ai l'impression que l'exotisme, c'est aussi là où on n'est pas et là où on a qu'une vision un petit peu mystifiée ou un petit peu peut-être un petit peu fausse aussi. Et je pense que cette latitude de fausseté, on l'a plus vraiment avec la photo Instagram. Donc je pense qu'on s'éloigne un peu de l'exotisme en fait. Mais je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Alors, je pense que c'est hyper intéressant parce que
Là, alors à ceux qui nous écoutent, on a balancé beaucoup de concepts d'un coup. Ça va être hyper intéressant parce qu'on va pouvoir un petit peu les déployer au cours du podcast. Il y avait le mot de commercialisation, pardon. Donc, comme disait Marine, le côté un peu mystique, l'ailleurs. Tout ça, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Et alors, si vous avez fait attention au titre, le titre, c'est pas juste exotisme, c'est aussi exotisme et anéantissement. Ça sera un temps aussi que je vais accorder pour faire un lien entre cette notion d'exotisme, qui est en fait une notion très culturelle, très littéraire aussi, qui en fait a été reprise dans plein de contextes différents et qui a aussi des définitions littéraires très propres. Et anéantissement, alors là c'est un mot qui va peut-être vous tout simplement vous faire lever les yeux au ciel, parce que c'est très voilà, ça fait très philosophique dans le mauvais sens du terme, hein. Enfin très très sérieux pour rien, alors qu'en fait je pense qu'il y a vraiment un lien à explorer. Voilà, donc peut-être pour commencer à faire un plan, pour savoir vraiment où on va et d'où on part surtout. La première partie, ça va vraiment être une exploration de l'exotisme, vraiment en termes historiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on parle d'exotisme il y a un siècle, il y a 50 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, de d'écrire une œuvre exotique? Est-ce que ça a un lien avec l'orientalisme? Voilà, toutes les questions un petit peu contextuelles. Le deuxième temps, ça sera vraiment un temps d'anéantissement, si je peux jouer sur ce mot, de tous ces clichés, c'est-à-dire voir vraiment ce que ça veut dire en fait. Ça fait très dissertation de prépa. Oui, mais effectivement, ça fait très dissertation, mais je pense que c'est une bonne manière de comprendre aussi l'évolution de ce terme jusqu'à nos jours et de voir comment ça a exactement été dévoyé, comme vous disiez. Et vraiment, le dernier temps, ça va être ça. C'est vraiment genre explorer vraiment ce que ça veut dire de tomber en fait dans le cliché exotique. Donc ça, c'est vraiment la progression. Alors pour commencer vraiment pour explorer un petit peu le terme avec vous, donc vous m'avez sorti des termes vraiment qu'on sort toujours sur le sujet, c'est-à-dire en fait le voyage, un appel vers un ailleurs ou vers voilà c'est enfin un petit peu tous les termes qu'on entend. Et moi j'aimerais vraiment rebondir sur le premier épisode qu'on avait fait, qui était donc sur un texte donc gothique qui s'appelle Vathek, qui a été écrit donc par un auteur anglais de la fin du 18e, William Beckford. Et donc en fait ce texte qu'on classifie dans le genre gothique est également considéré comme un texte exotique ou orientaliste. Et en fait, durant tout la durée du roman, en fait, on joue sur des codes orientaux, c'est-à-dire que l'histoire se passe en Arabie, et en fait, le personnage est un calife, et c'est tous les clichés du genre qui vont revenir, mais qui vont être un petit peu subvertis. Autre exemple du gothique, on a aussi Melmoth qui joue beaucoup sur la veine gothique. Et rien que sur ce départ, sur ce départ un petit peu de genre en littérature, j'aimerais juste montrer que l'exotique, en fait, c'est à la fois un registre et en même temps c'est plus qu'un registre, en fait ça a été utilisé dans plein de contextes différents et dans le gothique, comme on en parlait justement avec Marine et Vincent dans le premier épisode, c'était une manière aussi de se décentrer en fait, pas juste d'aller chercher un ailleurs mais aussi d'aller chercher ce qui est bizarre. Est-ce que par exemple Marine, quand tu as lu Vathek, parce que toi je sais que tu as lu Vathek, est-ce que tu as considéré par exemple que Vathek était en fait une œuvre purement gothique ou purement exotique ou à la fois les deux? Est-ce que tu peux juste me parler de cette notion de gothique en lien avec l'exotique? Parce que je pense qu'on peut partir de là après pour voir comment ça évolue. Oui, du coup, Vathek, moi, c'est pas une œuvre qui m'a marqué si, mais c'est pas une œuvre que j'ai beaucoup appréciée. On a déjà eu ce débat tous les deux. Pour plusieurs raisons. La première étant qu'effectivement, il y a un lien avec le gothique, mais pour moi, c'est une autre veine de gothique, et une veine qui me touche pas particulièrement, bien qu'elle réutilise effectivement certains clichés du gothique originel dont on avait parlé dans le premier épisode, avec toujours cette idée en fait d'aller explorer une autre dimension et d'explorer d'autres paradigmes. Et donc en ce sens-là, je vois très bien le lien avec l'exotisme qu'on peut faire, c'est-à-dire creuser derrière une surface de connu pour arriver dans un univers qui peut nous enseigner quelque chose parce que différent du nôtre. Mais le problème pour moi avec Vathek, c'est que justement cet exotisme, il est un peu trop... C'est un exotisme qui est pas acerbe, mais qui est au contraire beaucoup trop stéréotypé. J'ai eu beaucoup de mal finalement à apprécier l'œuvre en tant que telle. Donc je sais pas si ça répond bien à ta question, mais... Bah, en fait, si, c'est ça le truc, c'est que quand on prend un texte comme Vathek, par exemple, qui est un des prototypes de la littérature exotique, on voit que la principale critique qui est avancée à tous ces textes, c'est le cliché. Et en fait, il y a vraiment un cliché exotique. C'est vraiment une question qui se pose en fait pour plusieurs genres. Dès qu'il y a un cliché qui se reproduit et qu'on peut constater à plusieurs reprises, dans plusieurs œuvres, à plusieurs moments différents, ça veut dire qu'il y a vraiment un mouvement presque souterrain en fait, presque psychique à l'époque de l'écriture, qui vaut le coup d'être exploré selon moi.
Et ce mouvement-là, en fait, c'est exactement ce que moi j'appellerais un mouvement d'anéantissement, c'est-à-dire en fait un appel vers quelque chose de plus profond que la surface. Alors, je sais que ça fait très théorique comme ça, et pour l'instant, on touche pas vraiment à des exemples très concrets. Mais pour continuer un petit peu sur ce temps historique, on passe de Vathek à des exemples beaucoup plus contemporains. Si je vous dis par exemple un roman exotique, enfin, une veine exotique très 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 forte, par exemple en France, on pensera directement à des auteurs comme Pierre Loti, Victor Segalen, ce sont tous les grands noms qui ressortent dans la littérature exotique. Mais en fait, dans cette exploration du genre, on voit que chaque auteur va essayer de dénoncer les clichés. Donc en fait, c'est à la fois une espèce de progression exotique et contre l'exotisme. Chaque auteur va essayer de prendre les veines exotiques et les refaire à sa manière, mais pas juste d'une manière à interpréter en fait la veine littéraire, mais aussi à essayer de travailler contre un genre. Dès qu'on lit par exemple un auteur comme Pierre Loti, par exemple si on prend le roman Asiadé, va y vraiment avoir une espèce de travail une voix narrative pardon, qui va dire oui mais alors moi je ne suis pas comme les auteurs exotiques d'avant, je parle de ça parce que c'est une expérience subjective, je cherche à être au-delà de mes référents. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire par exemple Asiadé ou des extraits comme ça. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait vraiment un discours un petit peu concentré sur le genre ou alors en fait un méta-discours sur le genre exotique? Alors moi, ça m'a pas frappé ce métadiscours sur le genre exotique. J'ai eu le temps de parcourir un peu ce roman de Pierre Loti. Moi, j'avoue que je connais pas très bien sa bibliographie. J'avais lu il y a longtemps Pêcheur d'Islande, mais c'est pas du tout le livre que je connaissais le mieux. Donc ce métadiscours, je l'ai pas particulièrement senti. Moi, en fait, ce qui m'a frappé quand même, c'est que il y a un lien assez fort entre la notion d'exotisme et figure féminine aussi, parce que Asiadé, c'est une femme qui décrit d'ailleurs de manière très très emphatique, un petit peu poétique. Et du coup, moi, c'est cette relation qui m'a interpellé quand même, parce que j'ai eu l'impression que la figure féminine, elle incarnait beaucoup aussi cette espèce de dimension exotique. Je sais pas ce que tu en as pensé, peut-être qu'on s'éloigne un peu de ce que tu voulais dire à la base, mais tu pourras revenir sur l'idée d'un métadiscours sur le genre exotique, parce que moi, je l'ai pas perçu plus que ça, mais... Bah non, du coup c'est une belle intervention parce que dans le discours en fait d'Asiadé, donc pour ceux qui n'ont pas lu le roman en fait c'est l'histoire donc de Pierre Loti qui n'est pas son vrai nom hein, mais c'est le nom de l'écrivain en fait qui romantise en fait son arrivée en Turquie. Et pendant son séjour en Turquie, en fait, il va tomber amoureux d'une jeune fille donc turque en fait, et cette relation en fait qu'il va avoir avec Asiadé va être une relation en fait à la fois très passionnelle mais en même temps très référencée. C'est-à-dire qu'en fait il va projeter une sorte de passion exotique avec les clichés de la Turquie, c'est-à-dire en fait les cafés, le vieux monde musulman, la religion un petit peu archaïque. Il va voir tout ça en fait et il va le projeter sur Asiadé. Et là, on est aussi dans un autre pan de ce que j'appelais l'anéantissement, c'est-à-dire que on penche de plus en plus vers un néant du sens, c'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière. Et c'est ça en fait qui désespère les auteurs exotiques. C'est pour ça qu'il y a autant de théories sur les auteurs exotiques. Si peut-être que si vous avez un petit peu parcouru aussi les originalités en fait du texte de Loti, à plusieurs reprises, il s'adresse à ses parents et à sa mère. Et il lui envoie des lettres en disant j'ai peur de ne plus retrouver mes repères, j'ai peur de ne plus être assez en lien avec mes rêves. Et en fait, à chaque fois, c'est une espèce de décalage par rapport à la réalité. Et c'est à la fois une démarche qui est en fait très proche du roman gothique, parce qu'il y a effectivement ce décalage entre la vie réelle et la vie fantasmée, même si c'est pas un mot que Marine pourra forcément apprécier, mais en tout cas une vie idéalisée. Et vraiment, ce décalage-là, il est au centre de la dynamique exotique. Donc ça, c'est vraiment pour l'exemple de Pierre Loti. Il y a un autre texte que vous avez peut-être eu le temps de lire, qui est un texte de Lafcadio Hearn, grand auteur en fait, enfin considéré comme un grand auteur aux États-Unis, mais en fait très peu connu en France. Il a écrit un petit texte qui s'appelle Horai, qui veut dire en fait qui est en fait une traduction du paradis en japonais. Marine, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé parce que je crois que tu l'as lu ce texte en deux trois mots, de quoi ça parle, quelles sont les impressions que tu as eues aussi. Est-ce que c'était un texte qui te semblait plus impressionniste, plus théorique aussi? C'est intéressant à voir ça. J'ai bien lu ce texte, effectivement. Ça fait partie de ceux qui m'ont beaucoup parlé, dans le sens où il y avait quelque chose de... Enfin, tu parlais d'impressionnisme tout à l'heure, mais je suis assez d'accord. Il y avait quelque chose qui était un petit peu
enfin, il y avait une idée de mirage derrière quelque chose qu'on ne perçoit pas vraiment une sorte d'aurore boréale littéraire, si je peux parler comme ça, dans le sens où c'était un texte qui laissait présager d'un monde un petit peu à part. Mais derrière, donc, l'auteur revenait en permanence aussi sur ces clichés en disant oui, ce monde-là, ce monde imaginaire, peut-être perçu comme ça, mais en fait, derrière tous ces, toute cette beauté qui est un peu superfétatoire et qui est un peu superficielle aussi, il y a un autre monde qui est peut-être plus véridique. Et entre ce monde-là, ce monde imagé et le monde réel, il y a toujours une espèce de part d'ombre qu'on n'arrive pas vraiment à saisir. Moi, ça m'avait beaucoup touchée d'un point de vue littéraire aussi. Et peut-être qu'on en parlera un peu plus avant dans les prochaines minutes. Mais moi, ça m'avait beaucoup touchée par rapport au lien qu'il peut y avoir entre l'exotisme et la poésie, surtout dans la littérature japonaise. Bah, effectivement, en fait, il y a vraiment un lien entre tout ce que tu dis, c'est-à-dire cette espèce d'impressionnisme sensuel. C'est un terme qu'on emploie très souvent pour parler de l'exotisme, d'ailleurs, pas forcément à tort, hein, mais c'est vraiment une veine qui existe. Et effectivement, je sais pas si tu l'as remarqué dans la lecture du texte, mais il y a vraiment, pareil, il y a vraiment un sujet qui est constamment présent dans la littérature exotique. C'est toujours cette notion de l'âge d'or. Et l'âge d'or, pareil pour le gothique, c'est la même chose. Il y a vraiment, enfin, et même d'ailleurs pour le romantisme, c'est une veine qui existe aussi dans le romantisme pour une raison très simple, c'est parce que, en fait, pour deux raisons contextuelles très différentes, l'exotisme apparaît à un moment, en fait, où de total, un manque total de religion, de spiritualité, en tout cas en Occident. Et c'était le cas, par exemple, durant la période romantique ou dans la période gothique. Sauf qu'encore une fois, pour le gothisme, on avait vu ensemble que la religion était, voilà, toute une autre paire de manches, si je peux dire. Mais pour l'exotisme, en fait, c'est comme si la vérité était ailleurs. Et, et je sais pas si tu l'as vu comme ça, par exemple, mais chez l'Arcadio Hearn, il y a vraiment cette tension entre le fait qu'il se considère lui-même comme un touriste en fait américain. Il a vraiment ce mot parfois dans ses textes, et aussi un appel vers la religion bouddhiste. Clairement, il y a vraiment un appel dans Holai en tout cas. Et c'est une tension en fait qui est hyper intéressante parce que du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est prêt à lâcher sa religion principale sa culture en fait pour aller embrasser enfin, un autre mode de vie. Et ça, c'est vraiment une autre veine aussi qu'on voit en fait dans plein d'autres auteurs comme Sigalen ou voilà. Donc ça, c'était un peu pour la perspective vraiment très historique, très, très ancrée. Maintenant, juste pour se pencher vraiment sur ce que c'est que l'anéantissement. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, quand je dis anéantissement, pour parler de l'exotisme? Là, on parlait de Hola, qui est un texte très impressionniste, très sensuel. Tu parlais de brouillard aussi, Marine. J'aimerais juste que vous fassiez peut-être un lien entre cette notion d'anéantissement, si vous en voyez un, et tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire l'exotisme, l'appel vers l'ailleurs, la mystification aussi. Vincent, peut-être, si tu veux te jeter à l'eau. Bah, tu parlais de mystification. Je veux pas introduire ce terme de manière trop artificielle, mais moi, ça m'évoque quand même pas mal de choses. L'anéantissement, comme tu l'as déjà un petit peu dit, ce serait plus un anéantissement du sens, si je comprends bien. C'est pas un anéantissement total, mais en tout cas, ça m'évoque un espèce d'échec de l'herméneutique qui serait peut-être remplacé par quelque chose de l'ordre parce que la notion de mysticisme, elle a beaucoup à voir avec la notion d'intuition. Et donc, elle est aussi à l'opposé de ce qui serait de l'ordre de l'intellection. Et donc, je pense que, en effet, ce que m'évoquerait l'exotisme, enfin, et la notion d'anéantissement, c'est cet échec de la dimension discursive, en fait. C'est cet échec de l'herméneutique et le fait que ce soit l'intuition et le mysticisme qui prennent le pas. C'est par rapport aussi à ce que tu as dit, mais moi, ce serait comme ça que je le Ouais. comprendrais. Moi, en fait, enfin, c'est un petit peu bizarre ce que je vais te dire, mais quand tu me parles d'anéantissement, je le vois, enfin, t'as un petit peu introduit ça en début d'épisode, etc. Mais moi, bizarrement, quand tu parles d'exotisme, je pensais plus à l'idée de reconstruction. Donc en fait, c'est l'idée complètement inverse. Pour moi, quand on plonge vraiment dans ce qu'est l'exotisme et quand on se plonge aussi bon, Vincent, il y a un gros caveat, hein, je veux dire, Vincent, retire-moi si je dis des trucs bizarres d'un point de vue philosophique, mais quand on se plonge vraiment sur l'idée d'un ailleurs et sur l'idée d'idéal, et dans le texte dont tu parlais, le petit texte tout à l'heure de Lafcadio, je le dirai pas avec l'accent japonais, il y Tu avait peux l'idée essayer.
Je me souviens, il y avait cette phrase à un moment qui était le sortilège de l'ancien et l'idéal. Il y avait ce mot-là qui était écrit après deux points, donc l'idée d'idéal. L'idéal, pourquoi? Parce que quand on replonge dans la littérature et quand on replonge dans l'idée d'exotisme, on se rend compte qu'on reva donc vers un mieux, vers une possibilité de mieux, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'un âge d'or. Et donc du coup, qu'on a la possibilité, par le biais de la littérature, de revenir vers quelque chose où on peut se rencontrer soi-même et où on peut en fait aller vers plus de spiritualité et donc vers un monde meilleur. Donc pour moi, en fait, replonger dans la littérature et replonger finalement dans cette idée d'exotisme, c'est replonger vers une sorte de reconstruction d'un idéal qu'on a peut-être perdu et qu'on retrouve. Et tu parlais d'anéantissement des sens, Vincent. Moi, c'était bizarre parce que pour moi, lire tous ces textes-là, ça m'avait plutôt fait l'effet d'une synesthésie dans le sens où il y avait une sorte de charme des mots qui reconstruisait tout un paradis qu'on avait pu perdre, un paradis des sens qu'on retrouvait. Donc ça, enfin, c'est toi, hein, j'étais à bonne école, Louis, mais je veux dire, tout ce qui est poésie japonaise, je veux dire, il y a un art derrière tout ça pour replonger finalement le lecteur dans un espèce de paradis perdu qu'on retrouve par le biais de la littérature. Donc c'est un peu à contre-courant de ce que tu as dit depuis le début, mais... Bah, en fait, pas tant que ça finalement, mais ce qui est intéressant, c'est que là où j'ai voulu en fait faire un peu un titre semi-provocateur, on va dire, c'est en mettant exotisme et anéantissement, c'est parce qu'en fait, comme tu le dis, souvent on considère que l'exotisme est un appel vers quelque chose de mieux, vers un paradis, un âge d'or, c'est vraiment le cliché pour le coup qui remonte au romantisme. Mais en fait, justement, la question peut-être que, enfin, comme moi, en tout cas dans mon mémoire, je me suis posé, c'est aussi jusqu'à quel point on peut atteindre ce paradis et est-ce que vraiment l'exploration en fait de l'ailleurs par les sens, par une vérité qui est beaucoup plus simple en fait, parce que c'est ça aussi, c'est que quand Lafcadio Hearn se rend au Japon, quand Loti va en Turquie ou quand même Sigalen va en Chine, en fait ce qu'il cherche c'est pas seulement une exploration d'un monde nouveau, c'est pas, on n'est pas dans Jules Verne. Si c'était Jules Verne, ça serait vraiment de la découverte. Là, c'est plutôt une sorte de retour à soi. Et j'ai l'impression qu'en fait, on a plutôt affaire à une révolution dans le sens vraiment strict du terme, plutôt qu'à un progrès. Et ça, c'est vraiment une question presque d'historicité aussi du texte, parce que tous les auteurs, par exemple, exotiques, étaient contre le progrès. Ils pensaient et c'est d'ailleurs, c'est exactement pour ça que ton intervention me permet de parler de Ségalène. C'est parce que Ségalène, lui, il a intervenu à un moment où il disait que le monde dans lequel on vit est de plus en plus uniformisé. Et tout cela est à l'inverse de l'exotisme, parce qu'on veut aller voir quelque chose qui nous ressemble et en même temps qui est totalement différent. Or, tout ce qui est l'industrialisation, la guerre, tout cela nous amène vers un monde qui est beaucoup plus uniforme. Et la Chine, par exemple, de Ségalène, est une Chine qui est toujours vue de manière rétrospective. Et si elle n'est pas vue de manière rétrospective, elle est réinterprétée pour qu'elle s'adapte au concept poétique de Ségalène. Donc c'est vraiment aussi ça que j'avais en tête quand je disais, quand je parlais d'anéantissement pour le coup, mais peut-être pour rebondir du coup sur ce que disait Vincent de manière plus sur les mots. Il y a un passage dans Asiade qui est hyper prenant parce que il y a un moment en fait où Loti cesse d'écrire et en fait euh, il nous dit en fait je ne comprends plus en fait ce moment où alors je vais faire un spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas lu l'œuvre donc bouchez-vous les oreilles si vous voulez savoir la fin. Mais Asiade en fait meurt et Loti en fait abandonne l'écriture à ce moment-là. Bon, en tout cas, on comprend qu'il va abandonner son journal. Et là, on se demande vraiment si l'écriture exotique n'est pas du tout en fait une sorte de piège en fait. Et c'est ça, vraiment, j'aimerais aussi que vous réfléchissiez un peu sur le terme de piège, la littérature comme piège vraiment, parce que pareil pour le multivers, on en avait parlé, mais il y a quand même une espèce de danger à vouloir aller ailleurs en fait dans l'exotisme. Oui, il y a un danger à aller ailleurs et il y a un danger de se perdre dans l'exotisme, je pense, d'aller trop loin. Plutôt que parler de danger, j'aurais envie de dire que peut-être l'exotisme sert de béquille aussi en littérature, que c'est un moyen de s'appuyer sur une expérience, peut-être de la sublimer par certains moments et de perdre de vue ce qui nous entoure tout simplement. Et du coup, moi, ma question, justement, pour rebondir avec ce que tu disais, c'est en quoi finalement l'écriture d'un idéal ou l'écriture d'un ailleurs, ça révèle pas une sorte de brisure vraiment profonde de l'individu qui essaye de chercher quelque chose pour combler un manque et qui s'en sert en fait comme une sorte de support presque ontologique avec l'idée derrière de se dire voilà, je suis plongée vers une sorte de mal-être, ou en tout cas, il y a quelque chose qui m'échappe et je vais chercher par le biais de cet exotisme, par le biais de ce monde que mon subconscient va sublimer, une sorte de relief, enfin, une sorte de façon de se sauver soi-même, comme si en fait l'écriture, en tout cas l'écriture de cet exotisme, c'était une expérience un peu prosthétique qui permettait de combler une sorte de vide. Alors,
T'as dit beaucoup de choses. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que au lieu de parler de danger, il faudrait peut-être parler d'un mal-être. Ça, c'est vrai que quand on lit, par exemple, tous les grands noms que j'ai cités, il y a vraiment une veine. Je crois que c'est Todorov qui disait, par exemple, dans son livre Nous et les autres, il y a vraiment une partie qui est dédiée à l'exotisme. Et il dit que de Chateaubriand à Ségalen, il y a vraiment une évolution. Parce que Chateaubriand, quand il partait, par exemple, à Jérusalem, pour aller découvrir les anciens, il y a vraiment cette écriture de retour vers soi. En fait, Chateaubriand ne s'intéresse pas vraiment à la culture grecque. Ce qu'il veut savoir, enfin, en tout cas à la culture grecque contemporaine, à son époque d'écriture, ce qu'il veut savoir, c'est où sont les ruines grecques et où sont en fait les traces d'un monde perdu. Et Ségalène, dans Stèle, se moque un peu de la perception en fait du passé de Chateaubriand et il la reprend à son compte en disant en fait les stèles sont là pour nous parler, mais elles sont aussi là pour évoquer un passé qu'on peut réactualiser. Et là, quand tu parlais de mal-être, je suis à moitié d'accord pour une partie de la tradition exotique, mais pour l'autre partie, en fait, le mal-être, il n'est pas dans l'exotisme, il est dans le monde Oui, puis contemporain, c'est dans le monde uniformisé, et c'est vraiment, bah, c'est exactement ça que tu dis. C'est-à-dire que pour moi, d'ailleurs, l'Africa de Hearn, il fait un petit peu la... bah, j'essaie de faire la pub pour un auteur qui n'est pas très connu, mais pour moi, c'est vraiment un peu un tournant. C'est vraiment, en fait, le passage de l'exotisme comme échappatoire à un exotisme comme l'art, en fait. C'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire la littérature comme une possibilité de recréer un monde, mais pas dans la version, en fait, pas une béquille, en fait, hein. C'est vraiment, c'est vraiment un ajout. C'est ce qu'on disait d'ailleurs pour le multivers, c'est la littérature comme pouvoir actif. Moi, j'ai une question, je sais pas, Vincent, du coup, si tu veux rebondir directement. Vas-y. C'est une question très bête, mais juste pour remettre les choses un petit peu à plat, euh, il y a des choses. Est-ce que on perçoit l'exotisme comme une façon, justement, comme on l'a dit, peut-être, de combler une sorte de vide qui nous entoure, enfin, de combler un mal-être, ce que tu as dit, etc., ou en tout cas de le retranscrire, et donc, du coup, de se replonger dans le texte pour y échapper en disant, ah, peut-être qu'on peut retrouver un idéal, en tout cas quelque chose qui a été décrit comme... Enfin, moi, ça me fait beaucoup penser à ce qui se passe dans la littérature latine, enfin, l'âge d'or, etc. Ou alors, est-ce qu'on voit l'exotisme comme une façon de décrire ou d'idéaliser ce qu'il y a au quotidien? Est-ce qu'on retourne vers un monde meilleur dans la littérature ou est-ce qu'on se sert de la littérature pour décrire une sorte de mieux-être, mais d'une culture qui nous échappe, qu'on ne comprend pas? Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ta question est donc intéressante parce que je trouve qu'il y a vraiment donc deux pans en fait clairement qui se distinguent. Et c'est bien parce que du coup ça nous permet de revenir un peu sur le côté générique de l'exotisme. Et effectivement, il y a vraiment une littérature exotique qui se consacre au voyage, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle de manière très concrète la littérature de voyage. En Oui, fait, c'est ça. voilà, c'est les grands noms sont aujourd'hui bah, Bruce Chatwin par exemple, qui est un représentant de l'écriture journalistique. Il y a aussi Nicolas Bouvier en France, bon bref, voilà, les grands noms. Mais il y a même beaucoup de poésie. Enfin, il y a Ezra Pound, il y a Wright qui a Alors, repris beaucoup de oui, mais littérature. ça, du coup, ça serait peut-être l'autre pan. En fait, ça, c'est vraiment. En fait, il y a un côté très pratique dans la littérature exotique et un côté qui est voilà, qui est aussi très poétique. Mais alors, du coup, ce que tu disais sur Ezra Pound et sur les grands poètes donc, du modernisme, c'est peut-être l'autre veine dont tu parlais. C'est-à-dire une veine qui est beaucoup plus. Qui est en fait beaucoup moins pratique déjà et qui est aussi en fait beaucoup plus dans la poétisation. C'est-à-dire que même, en fait, il y a Ezra Pound, il y a aussi Claudel en France, par exemple. Alors lui, il est allé au Japon et en Chine, il a vraiment vécu ce voyage, mais en fait, il en a tiré plus qu'une matière narrative ou plus qu'une matière de journal des voyages, en fait. Et ça, c'est vraiment la veine poétique. Je ne sais pas si vous avez lu des extraits, par exemple, de Connaissance de l'Est, Claudel. Oui. Est-ce que Vincent, tu pourrais peut-être me parler un petit peu de ce que tu as pensé, peut-être dans une veine un peu comparative par rapport à Asiade, de l'approche, en fait, de Claudel, tout simplement. J'ai l'impression, chez Claudel, mais tu me dis si je me trompe, qu'il y a quand même une dimension extrêmement descriptive, qui, je pense, relève quasiment d'une volonté d'exhaustivité, puisque il va décrire quasiment tous les mois, toutes les saisons, toutes les grandes coutumes. En tout cas, moi, ça m'a pas mal questionné par rapport au texte. Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler ou pas, mais Éloge de la fadeur de Oui, oui, François oui, Julien, que j'ai c'est vrai, énormément d'accord. aimé, qui pour le coup me questionne aussi sur le fait que est-ce que l'exotisme c'est retrouver un idéal? Parce que pour le coup, l'idéal de la fadeur, c'est alors on est peut-être plus dans l'orientalisme que dans l'exotisme, mais c'est un idéal qui est absolument pas européen. Moi, je trouvais ça absolument fascinant comment il se déployait dans cette espèce d'univers asiatique, en l'occurrence s'il s'agit de la Chine. Je trouve
trouve que Paul Claudel, je me demande dans quelle mesure il arrive à saisir cette esthétique de la fadeur. J'ai l'impression qu'en fait, il la saisit pas tant que ça, et j'ai l'impression qu'en fait, il retrouve un idéal dans ce qu'il connaît, et que finalement, il retrouve pas une altérité totale, il retombe aussi sur en fait une littérature que lui maîtrise, qui n'est pas l'essence de l'exotisme. Mais ça, c'est l'impression que j'ai cru avoir. J'ai peut-être fait un lien un peu trop artificiel avec le livre de François Julien, et je savais pas si tu voulais l'introduire, mais j'ai tellement aimé lire ce livre que je voulais aussi en parler. Mais voilà, je sais pas si ça introduit bien ce que tu voulais dire par rapport à Si, Claudel. c'est parfait, et ça nous permet même d'enchaîner sur le troisième temps en fait du podcast, qui est bah, l'anéantissement en fait. En fait, enfin, il y a aussi ce dernier pan du mot qui est en fait la fadeur. Encore une fois, c'est un lieu commun quand on parle de culture asiatique ou de culture orientale. Mais en fait, c'est ce que dit François Julien, c'est que c'est pas tant que ça un lieu commun. En fait, il y a vraiment une esthétique asiatique de la fadeur. Et la fadeur étant un mot en fait extrêmement péjoratif en ce qui concerne l'esthétique en France et dans les milieux occidentaux. Eh bien non, en fait, il y a vraiment une fadeur asiatique. Et je suis totalement d'accord quand tu dis que Claudel retombe dans les clichés en fait de l'exotique. Alors peut-être que cliché c'est pas le bon mot, mais on va dire qu'il retombe dans les références de son exotisme en fait, lui, qui est un exotique européen. C'est toute sa culture aussi grecque et toute sa culture des anciens que l'on retrouve bah, dans sa description de la Chine. Bon, ouais, ça c'est vraiment une parenthèse, mais justement en fait ce qui m'intéressait aussi enfin, d'explorer en fait dans la veine exotique, c'est que cette fadeur, on la retrouve partout en fait, dans tout ce qu'on a mentionné. C'est-à-dire que chez Lafcadio Hearn par exemple, la fadeur c'est une fadeur qui est métaphysique, c'est-à-dire que on essaie de se rapprocher vers enfin, le moins d'impression possible, le moins de souffrance. C'est aussi pour ça que j'ai suggéré la lecture d'un essai sur le bouddhisme. C'est parce que en fait, vraiment le bouddhisme c'est intéressant, c'est une religion qui est annexe à notre débat. Mais en même temps, il y a vraiment cette notion de je veux le moins souffrir possible, je veux le moins ressentir possible, de manière en fait à me rapprocher d'un vide qui est même en fait qu'on retrouve même chez Ségalène. Et c'est vraiment ça qui m'a intéressé, c'est qu'en fait même les auteurs qui se disent en fait occidentaux comme Loti par exemple, ben même chez eux, il y a vraiment une tension vers la pensée asiatique et la pensée bouddhique, enfin, comme on peut l'appeler, hein, la pensée bouddhique, la pensée de la fadeur. Et ça, en fait, j'ai vraiment débouché sur ça. Quand je vous parlais par exemple de, ce, mat- de, enfin, de cet exemple d'Instagram avec les photos, les vidéos qu'on voit circuler sur les paysages, imagine si tu étais en Écosse en automne avec la pluie qui tombe et toi avec le milieu cosy, toi avec ton livre, ou alors toi avec je sais pas, genre tes amis au Japon en train de, voilà, tous les clichés qu'on retrouve sur Instagram en fait. Moi je vois vraiment un lien, enfin, en tout cas une continuation entre les deux. Et enfin, je pense qu'on touche vraiment à l'essence de l'anéantissement, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de se pencher vers quelque chose qui n'existe pas. Et en fait, à chaque fois qu'on regarde les vidéos sur Instagram, c'est jamais une activité extrêmement dynamique, c'est vraiment toujours, on observe et on se tait, en fait, on est dans la contemplation. Et c'est trop bizarre parce que, par exemple, juste très rapidement pour comparer, parce que si on devait faire un exemple un petit peu absurde, si on devait comparer, par exemple, l'autisme européen du 19e siècle pour l'Écosse avec notre approche aujourd'hui du paysage écossais. L'Écosse, pour le 19e, c'était une balade dans la nature, ok, mais c'était aussi du sport, voilà. Et alors que pour nous, c'est vraiment une position passive. On est toujours passif au paysage, par exemple. Et c'est ce que dit François Julien aussi. Mais après, je sais pas si vous avez vu cette veine aussi un petit peu particulière, qui est donc une autre définition de l'anéantissement. Non, mais du coup, moi, ça me fait poser une question pour rebondir à ce que tu as dit. Est-ce que, donc, du coup, voilà, pour lutter un peu contre cette attitude passive qui est en soi, du coup, une sorte de preuve aussi du mal-être hein, qu'on éprouve tous au quotidien, surtout dans notre société actuelle, est-ce que la solution, du coup, ce serait pas écrire? Moi, du coup, ça me fait penser à Bachot et tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire toute sa pensée qui était de dire, voilà, en contemplant un paysage, la seule chose qui me reste à faire, c'est l'écrire pour comprendre il prenait l'exemple du pain, mais pour comprendre un pain, la seule chose à faire, c'est d'aller voir le pain et d'en rendre compte et de le décrire et justement de faire de ne faire qu'un avec la nature. Et pour ne faire
faire qu'un avec cette nature. Il faut utiliser la littérature comme une sorte d'intermédiaire, comme une façon d'être au milieu d'un paysage pour mieux le comprendre. Et donc, du coup, c'est un lien aussi avec la littérature de voyage, hein, pour voyager pour comprendre, écrire pour comprendre. Mais donc, du coup, est-ce que la solution pour lutter contre cette apathie qui est de se dire, voilà, je regarde une photo derrière mon écran en me disant, oh, j'aimerais bien être en Écosse, est-ce que la solution, c'est juste pas simplement d'ouvrir un peu son esprit, à défaut d'ouvrir son corps, mais enfin, je veux dire, de se propulser dans la nature et essayer d'absorber et de rendre aussi, je veux dire, absorber l'essence de ce qui nous entoure et rendre par le biais de l'écriture. Ça, c'est hyper intéressant en fait, parce que ce que tu décris, c'est une démarche créatrice. Et en fait, je trouve que, bon, si on reste sur vraiment l'exemple d'Instagram, qui est un exemple très spécifique, mais en fait pas tant que ça, c'est vraiment, je pense que ce que tu décris, c'est bien, mais c'est pas du tout ce que préconisent, enfin, toutes ces vidéos, en fait, qu'on Ah non, c'est le peut... contraire, c'est ce que je C'est te ça, dis, c'est la c'est ça. solution finalement à cette apathie Ah, d'accord, oui, bah, qu'il y a effectivement. derrière les écrans. Bah, effectivement, je pense que la meilleure solution, en fait, c'est ça, c'est d'aller, c'est de contrer, en fait, contrer l'exotisme, et aller, et en Mais fait, est-ce que c'est un vrai exotisme, Louis? C'est une sorte de mirage de l'exotisme, pour mais, revenir un peu sur ce que disait Earn au début. Mais justement, enfin, pour moi, l'argument qui est le plus intéressant, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à saisir vraiment ce que c'est l'exotisme. Mm. Et pour moi, du coup, dans ma lecture, j'ai plus eu l'impression que l'exotisme était du côté du mirage que du côté de la vérité. Oui. Et là, on retombe sur un autre débat qui est est-ce que vous préférez contempler un paysage ou est-ce que vous préférez le vivre? Oui. Et ça, c'est ce que François Julien disait aussi, Vincent, c'est en fait, la fadeur selon les Chinois, c'est pas une fadeur qui est observée, c'est une fadeur qui est vécue. Alors que nous, notre fadeur, quand on observe une estampe japonaise, c'est une fadeur qui est observée. On ne sera jamais au cœur du phénomène de la fadeur, on ne pourra que l'observer d'un point de vue occidental. Et en fait, la fadeur, c'est ça, c'est d'observer quelque chose qu'on ne comprend pas. Et Ouais. oui. Et non, si je peux me Vas-y, permettre vas-y. de rembrayer sur cette idée de fader, c'est ce qui est génial et tu l'as dit, c'est que c'est un concept qui a tellement de modalités. Il y a aussi une fader métaphysique, parce que le propre de la fader, c'est que c'est un rapport à la vérité qui est nu, puisque il est sans masque, il est sans façade, il est sans a priori, et il est sans intéressement non plus. Donc aussi un nouveau rapport au réel. Ce que je trouve très intéressant, c'est que ça disqualifie absolument pas la poésie. Au Oui. contraire, il dit aussi, Mhm. je crois, à un moment, que en fait, la fadeur, c'est aussi un idéal de la création poétique. C'est dans le chapitre 11. Et donc, je pense que ce qui est super intéressant, et c'est exactement ce que tu disais, Marine, c'est que malgré tout, la fadeur, c'est une tension vers l'anéantissement, mais qui n'est pas un anéantissement, puisque ça préconise en fait d'écrire et même de s'atteler de manière très très sérieuse à une écriture, ça il le décrit aussi très bien, qui va essayer d'être le plus fade possible, c'est-à-dire une écriture la plus simple, la plus dépouillée, la plus sobre possible, et que ça, en fait, ça demande de l'effort, et qu'il y a véritablement un travail du poète derrière ça. Et finalement, on retombe sur ce que disait Marine quand elle citait Bachot. Ouais. C'est qu'en fait, le véritable fader, c'est exactement l'esthétique du haïku. Marine, veux-tu parler de Non, Bachot avec Bachot. nous? Non, mais c'est ça en fait, hein. C'est réduire en fait une approche poétique, c'est réduire la réalité. Vraiment aller à l'essence de la Dans son réalité. est plus extrême. Voilà, c'est ça. Mais justement, c'est ça qui m'a beaucoup passionné dans cette étude, c'est qu'en fait, il y a vraiment un désespoir quoi, de l'écrivain ou de l'écrivaine occidentale, et en fait, qui tend vraiment à aller à cette vérité parce qu'elle comprend qu'il y a quelque chose qui se passe en fait du côté de l'exotisme. Et en fait, l'exotisme, d'ailleurs, c'est vraiment important à comprendre aussi, c'est qu'il n'est que, enfin, il n'est que vécu de manière unilatérale. Il n'y a pas d'exotisme asiatique pour la vision européenne. Ça n'existe peut-être pas encore, ça va peut-être un jour exister, mais pour l'instant, c'est une approche de désespoir. Et malgré ça, une littérature exotique a été créée, et ça, je trouve ça très, 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 très beau, quoi. Effectivement, les Occidentaux ont essayé beaucoup de se rapprocher de cette simplicité aussi dans la littérature. Et moi, ça me faisait penser à Bachot qui disait justement que la poésie, c'était une sorte de draperie, c'était un drap, c'est quelque chose qu'on arrive à saisir, mais que de façon très évanescente, de façon très fugitive. La poésie, c'est quelque chose qu'on peut observer, mais qui évolue tout le temps, c'est poussé par le vent, poussé par l'esprit créateur. Et c'est une sorte d'idéologie qu'on n'a pas nécessairement, je pense, de notre côté du globe. Enfin, c'est quelque chose qu'on essaye de saisir, alors qu'au contraire, voilà, c'est un petit peu l'inverse. C'est quelque chose qu'on doit observer avec un peu de recul pour le comprendre aussi dans un spectre un peu plus généralisé. Et voilà, juste voir cette draperie un peu, voilà, aussi avec le vent sans essayer nécessairement de la saisir. Et d'ailleurs, il est intéressant de constater que ce que tu décris,
c'est une modalité qui est vécue par pratiquement toutes les populations concernées, hein, les populations asiatiques ou bouddhistes, mais qui n'est vécue chez nous que par les écrivains Oui. ou par les poètes. Donc ça, c'est aussi peut-être une veine originale. C'est une sorte de tout. Dans tout ce qui est culture orientale, je veux dire, il y a un art intrinsèque, enfin, tout est lié, en fait. Il y a un art de vie, mais un art de vie qui se retranscrit dans la spiritualité, dans la façon de parler, dans la façon d'écrire. C'est pas si anodin que dans la culture japonaise, et Louis, tu pourras nous en dire tellement plus à ce sujet-là, mais qui est l'art du thé, l'art... Il y a toute une sorte d'art qu'on essaie de retranscrire par le biais, finalement, d'une poésie très simple et très dénuée d'artifice, qu'on n'a plus du tout dans nos sociétés actuelles. Effectivement. Bon, je pense qu'on a quand même bien avancé sur la notion d'anéantissement. Moi, je suis parti un petit peu. C'était pas un mot que j'avais utilisé dans mon mémoire, mais je suis content de l'avoir vraiment un peu épluché avec vous parce qu'on a vu toutes les modalités qu'il y avait sur la possibilité d'aboutir quand même à une création littéraire authentique. Je sais pas trop si vous avez d'autres choses à rajouter sur l'exotisme, si vous avez d'autres idées dont on n'a pas parlé, clichés qu'on n'a peut-être pas encore détruits. Moi, ça me semble être très complet déjà comme introduction. Et juste pour terminer, du coup, ça me fait penser à ce que j'avais lu dans ton mémoire, mais qui disait à un moment donné, en reprenant la pensée d'Hearn, qui était que le meilleur moyen de saisir une sorte d'idéal, ou en tout cas d'âge d'or, et donc je cite, c'est justement d'écrire toutes les impressions le plus vite possible et de façon le plus épurée possible. Écoute, très bonne conclusion. Franchement, merci Marine. Et oui, moi, c'est juste pour rebondir encore une dernière fois sur ça, c'est la différence on en a déjà parlé plusieurs fois, mais entre vivre et d'écrire. C'est la tension qui existe en littérature, mais c'est une tension qu'on retrouve surtout dans l'exotisme, je pense. Eh bien, écoutez, je pense que c'est une bonne manière de conclure cet épisode, assez chaotique au début, mais qui a bien, mais qui a bien fini par se recentrer vers une notion un peu compliquée quand même, j'avoue. Mais voilà, bon, je pense on a bien fini la saison. Oui, Je pour crois que repartir sur un nouveau cycle. c'est un nouveau cycle qui va commencer dans pas très longtemps, on espère. Avec un épisode un petit peu particulier dans les semaines à venir. Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut déjà commencer à faire un programme ou... Déjà, on peut dire qu'on continue une semaine, une œuvre Voilà. avec le plus de rigueur dans le timing possible, en prenant en compte de nos voyages respectifs, Oui, parce que... puisque Voilà. Marine va aussi bientôt partir aux États-Unis. Oui, Donc voilà. c'est tout à fait exact. Et c'est un voyage qui me permettra peut-être aussi de partager un peu des expériences littéraires que je ferai d'ici là. Mais on se retrouvera également aussi pour des épisodes spéciaux. Notamment, je pense à un épisode d'Halloween où Louis et Vincent vous feront peur à leur manière. Ce qui est déjà très effrayant. Et puis, je pense que sans trop en dire, on peut aussi déjà dire que certains prochains épisodes peut-être se verront ajouter d'une personne supplémentaire, puisqu'on envisage de faire venir peut-être une spécialiste sur un prochain Notre sujet. Voilà. mentor à tous ici, Voilà. qui nous a guidés pendant de nombreuses années. L'invité surprise se reconnaîtra. Bien écoutez, Merci à tous. voilà. J'espère que vous avez été Merci. contents de cette première saison. Nous, en tout cas, on l'est. On ne peut que se réjouir de compter toujours plus de gens parmi nous et en tout cas, merci à tous pour votre écoute. Et à bientôt dans le podcast Inachevé. Inachevé. Il y a toujours quelqu'un qui me dit en dernier. Ça, c'est pas moi.